Non, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien le CQFR de l'équipe Rivers Basket Session. Simplement, je suis Théophile Messer et je remplace mon illustre collègue Antoine Pimel pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, il y avait donc le match 5 dans la série Boston contre Miami. Ce sont les Boston Celtics qui se sont imposés 110-97 pour revenir dans cette série et relancer totalement l'intérêt de ces finales de conférence à l'Est. Et heureusement, pour m'épauler, je peux compter sur le toujours fidèle, toujours solide Shai Mamou qui a écrit le CQFR écrit que vous pouvez retrouver sur Basket Session. Et donc première question tout simplement, Shai, toi qu'est-ce qui t'a sauté à l'œil, qu'est-ce que tu as retenu de ce retour en très grande forme de Boston? Eh ben, encore une fois, c'est le visage qu'on aurait dû voir de Boston, qu'on a vu parfois cette saison de Boston en playoff ou en saison régulière, et qu'on voit que trop peu. On a parlé de leur irrégularité, de dans l'effort, dans l'intensité. Et ben là, première seconde, je les ai trouvés tout de suite agressifs, tout de suite concernés. Je veux dire, Marcus Smart qui fait l'interception sur la première action, niveau défensif, ils étaient tout de suite dans le coup. Et là, on voit une équipe qui est sur le papier supérieure et qui le montre sur le terrain, malgré toute la vaillance qu'on peut voir de l'autre côté, malgré le talent de Jimmy Butler, tout ce qu'on veut. Ben, quand Boston joue comme ça, qui plus est à domicile, bah, c'est comme ça que ça doit se passer. En fait, un match où il y a un écart tout au long et où il n'y a quasiment pas de suspense. Donc, c'est comme toujours avec Boston depuis le début des playoffs. Dès qu'il y a un ou deux bons matchs de suite, on se dit ça y est, ils ont trouvé le truc, mais on est obligé de rester prudent finalement parce qu'ils sont toujours dos au mur. Ils réagissent très bien dos au mur. À chaque fois, ils s'en sortent. Mais le vrai match, c'est quasiment un game set pour eux. Bah, ce sera le game 6 ce week-end. Voilà. Ouais, ça sera donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin. Effectivement, je partage ton avis sur l'intensité que Boston a mise dès l'entame de match, avec Ouais. notamment Jason Tatum extrêmement agressif vers le cercle Mm. dans le premier quart-temps. Ça commence, il met un dunk, il me prend une faute technique dans la foulée parce que voilà, il voulait une faute, si je me trompe pas. Mais effectivement, Mm. tout de suite, beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité. Bon, ce qui saute à l'œil, forcément, c'est la réussite extraordinaire du nom à 3 points de. Enfin, extraordinaire, non, la réussite et l'adresse de Boston à 3 points et le Ouais. nombre de tirs pris parce que voilà, ils finissent avec à 16 sur 39 à 3 points. Et Ouais. voilà, on sait que finalement, cette équipe de Boston, elle est prête à vivre et à mourir avec le tir à 3 points. La grosse performance finalement du côté de Miami sur les premiers matchs, c'était non seulement d'avoir fait baisser leur adresse, mais aussi d'avoir fait baisser le nombre de tirs pris. Ouais. Aux alentours de 30-40, là, on est dans les chiffres habituels pour Boston et ça a payé carrément, quoi. Ouais, et à contrario, Miami a plus de mal à en mettre. Là, ils sont à 9 sur 23, c'est pas scandaleux, hein, 39%, mais il n'y a pas eu ce répondant-là, c'est pas parti sur un feu d'artifice. Effectivement, Boston, tous les ingrédients qui font que Boston peut et doit être une super équipe et peut-être même la meilleure équipe quasiment de toute la ligue, c'est ça, c'est l'efficacité à 3 points, la défense, tout le monde impliqué, parce qu'il n'y ait pas que Tatum et Brown qui marquent beaucoup de points. Là, ce que j'ai noté aussi quand même, c'est qu'ils sont 4 à avoir marqué au moins 20 points. T'as donc les deux Zozo à 21 points tous les deux, Brown et Tatum, derrière, Marcus Smart 23 points. Je l'ai vraiment trouvé excellent, je le dis souvent, mais j'ai toujours l'impression que quand c'est lui qui imprime le rythme, le tempo, l'agressivité, quand c'est lui qui est vraiment le leader, je dis toujours le leader émotionnel, il se passe souvent des bonnes choses pour Boston. Et quand il a du mal à le faire ou que les autres sont pas sensibles à ce qu'il propose, ça se passe moins bien. Là, offensivement excellent, dès le premier carton, hein, il était à droit à 3 points, agressif en défense. Il finit avec 23 points, 5 interceptions. Derrick White, super Derrick White aussi, qui est un peu dans la rotation de Boston et de Mazzula, il est un peu sorti, rentré, et même quand il est titulaire, parfois on le voit pas beaucoup. Là, 24 points, 6 paniers à 3 points, enfin, Ouais, il était voilà, intouchable là ça, sur l'adresse. il était intouchable. Boston était intouchable sur l'adresse en règle générale. Hein. Mm. Et, euh, et voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense que les fans des Celtics, bah forcément, ils y croient parce que là, ils se disent, ça y est, on est redevenu l'équipe qu'on aurait dû être sur les 3 premiers matchs et qu'on n'a pas du tout vu. Mais d'un côté, tu es obligé de rester, t'es obligé de rester prudent tellement ils ont eu ces sautes de concentration, ces passages de suffisance dont on a parlé un million de fois. Et c'est dur de s'enflammer et de se dire, ça y est, c'est bon, le Game 6 il est pour eux. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit là.
Ouais, non, mais tu as totalement raison. C'était assez drôle parce que à la fin du match, donc c'est Jalen Brown qui est interviewé par la télé américaine et une des choses sur lesquelles il termine quand on lui parle du match 6 et il dit ouais, de toute façon la seule équipe qui peut nous battre c'est nous-mêmes. Et alors souvent c'est une formule un peu toute faite. Dans le cas des Boston Ouais, Celtics, c'est vraiment ça quoi. Tu as raison de noter effectivement les 4 joueurs à plus de 20 points. Si je me trompe pas, c'est la première fois de ces playoffs que ouais, ça arrive pour Boston, alors que l'effectif est quand même pléthorique avec plein de joueurs talentueux. Je pense qu'il faut noter quand même, voilà, on va noter quand même que Miami a dû jouer sans Gabe Vincent, blessé à ouais, la c'est cheville important. au match précédent. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi un. Je pense que ça a beaucoup pesé en fait, parce que finalement, j'ai eu le sentiment que sur ce match, Boston avait vraiment pu imposer son rythme tout du long. Ouais, Et que ça avait été finalement une des clés du succès de Miami jusqu'à présent, ça avait été de perturber le rythme de Boston et de jamais les laisser jouer leur jeu. Euh, et là, c'est vrai que voilà, sans Gabe Vincent, qui est vraiment devenu un joueur essentiel de cette essentiel. équipe, Ouais. tellement en plus, non seulement parce qu'elle est diminuée, mais aussi parce que ses performances sur le terrain sont assez folles, ça a tout de suite posé des soucis parce que voilà, autant Kyle Lowry est vraiment précieux, c'est un bon joueur en sortie de banc, c'était, je pense, la meilleure décision peut-être que pouvait prendre le Heat durant la saison, c'était de le faire sortir du banc. Et là, on a senti, il y avait quand même un manque voilà, de solutions du côté de Miami. Euh, une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, finalement, c'est que paradoxalement, Miami a encore joué beaucoup de zones hier. Euh, Ouais. Paradoxalement, en fait, d'habitude, quand une équipe choisit de défendre en zone, il y a deux objectifs principaux. La première, c'est de perturber le rythme de l'attaque. Et la deuxième chose, c'est de bloquer l'intérieur, en fait, de plus laisser l'équipe adverse prendre des tirs à 2 points faciles, sachant que le risque que tu prends, c'est de t'ouvrir à 3 points. Là, ce qui est intéressant vraiment, c'est que depuis le début de la série, Miami se sert de la zone à l'inverse pour neutraliser les tirs à 3 points de Boston. On en avait parlé après le game 1 où Boston avait eu un très bon passage en attaquant le milieu sur la zone. Et Ouais. finalement, Boston avait pris très très peu de tirs à 3 points. Je crois que c'était un des matchs des playoffs sur lequel ils avaient pris le moins de tirs à 3 points. Et je m'étais posé la question de savoir si ça n'avait pas été vraiment une espèce de trappe, entre guillemets, un piège proposé par Eric Spoelstra pour attirer le jeu vers l'intérieur et neutraliser les tirs à 3 points. Voilà, juste pour. C'est la zone, en fait, quand Miami a différents types de défense de zone, mais il y a parfois où il joue une zone qui ressemble un petit peu à celle qui était proposée par Syracuse à l'époque de Jim Boeheim, avec un grand qui est Ouais. vraiment sur le long de la ligne de fond et des joueurs qui sont vraiment qui sortent très large sur les lignes de passe. Là, hier, ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, l'adresse de Boston a été telle. Ils ont réussi à se mettre dans un rythme tel dès le début du match. Et tu as raison de parler de Derrick White parce que je trouve que c'est un de ceux qui a lancé le rythme vraiment en termes d'adresse, qui a tout de suite mis dedans. Que par la suite, même les tirs contestés, même les tirs voilà, sur lesquels la défense de Miami faisait les efforts pour revenir très fort, bah, finalement c'était trop tard. Boston était déjà dans un rythme, une réussite, une confiance qui faisait que bah, voilà, les tirs à 3 points ont continué à pleuvoir jusqu'à la fin du match. Et c'est vrai que là finalement, le score final, c'est plus 13, mais il ne représente pas tout à fait la physionomie du match. Il y a Ouais. plusieurs fois où Boston passe à plus 20, plus 18, plus 21, même à un moment. Miami arrive à revenir parfois à moins 12, si je ne me trompe pas, mais jamais finalement ils arrivent à réduire l'écart à moins 10, moins 8, moins 9 pour avoir une vraie chance de pouvoir prendre le match. C'est vraiment, ça a été une domination de Boston du début à la fin sur ce match. Je pense que c'est un de leurs meilleurs matchs. J'ai presque envie de dire de la saison, mais bon, après le contexte est particulier, hein, mais bon, en tout cas, leur première mi-temps, c'est une des meilleures que je les ai vus faire, je pense. Et même, je me suis fait la réflexion, ça fait depuis que Boston commence à revenir un peu dans la série. Même Mazzula, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, sur la gestion des temps morts, sur le fait qu'il avait l'air un peu passif ou qu'il laissait les joueurs parler à sa place. Même là, je trouve qu'il commence à prendre des temps morts. Dès qu'il y a un petit run qui lui convient pas, je trouve qu'il commence à s'en servir. Et je le trouve un peu plus vocal. Enfin, moi, j'aime bien quand on voit quand la caméra se porte sur les bancs pendant les temps morts. Enfin, juste qu'on voit un peu la dynamique. Et j'ai l'impression que même lui, il commence à se réveiller un petit peu. Donc, je sais pas si en interne, il s'est passé quelque chose, mais lui, je le sens un petit peu mieux. Et l'équipe, elle a l'air revigorée en attendant peut-être mieux. Hein, mais et tu parlais de Derrick White, moi ça me rappelle la saison dernière quand il est arrivé. Je trouve qu'il a aussi beaucoup changé de choses et que quand il est bien, quand il est responsabilisé, qu'on lui laisse l'opportunité de scorer, de faire tout ce qu'il sait faire sur un terrain, bah, Boston est forcément meilleur. Donc là, le voir comme ça, c'est très très bon signe et je pense qu'il faut que Boston continue de s'appuyer aussi là-dessus sur le prochain match qui sera quand même chaud parce que c'est à Miami, mais c'est une des recettes qu'il faut appliquer, je pense.
Ouais, non, non, c'est clair. Après, c'est clair que pour parler un petit peu de Miami, Eric Spoelstra a tenté beaucoup de choses. Mm. Certaines choses qui ont plutôt marché. Duncan Robinson qui finit meilleur marqueur du match. Alors certes, il met des paniers à la fin aussi quand c'est un peu le garbage time, mais il en a mis Ouais, aussi pendant dans le cours du match. J'ai trouvé très bon offensivement. Défensivement, Boston a plus réussi à exploiter ses lacunes défensives que sur les matchs précédents. Donc ça, c'est aussi à mettre au crédit de Mazzulla. Juste pour revenir un petit peu sur Miami, et puis après, il y a encore des choses intéressantes à dire ouais, de Boston. Je pense notamment de Jason Tatum et de Jalen Brown sur ce match-là. Euh, Moi, ce que je trouve un petit peu inquiétant du côté de Miami, c'est que je trouve depuis 2 matchs Jimmy Butler vraiment très emprunté. Je trouve qu'il n'a pas du tout l'explosivité ouais. dont il est capable de faire preuve par moment. Même sur jeu rapide, tu vois, qu'il pousse pas vraiment la balle. Je me demande dans quelle mesure il n'est pas diminué à nouveau par ses problèmes de genoux. On se rappelle Ouais. l'an dernier que pendant cette même finale de conférence, il y avait 1 ou 2 matchs, parce que c'était la même affiche où il avait été vraiment presque transparent. Là, j'ai trouvé que c'était pas loin d'être le cas. En tout cas, Miami pourra pas passer Boston s'il ne retrouve pas un meilleur Jimmy Butler. Et Mm. l'autre chose dont je voulais parler, c'est Bam Adebayo, qui pour moi continue d'être vraiment un joueur super frustrant. Et J'adore ouais. le joueur, mais c'est vrai qu'il a une inconstance dans l'agressivité offensive. Alors bien sûr, j'enlève rien de ce qu'il fait en défense, j'enlève rien de ce qu'il peut faire à la création. C'est pas, en fait, c'est pas, je suis pas en train de critiquer Bam Adebayo, le joueur tel qu'il est, mais je pense que pour Miami, en fait, vraiment pour avoir une vraie chance de pouvoir rejoindre la finale et pas être la première équipe à se faire remonter pardon, après avoir mené 3-0 en playoff et avoir une chance peut-être en finale d'exister, il faut un BAM plus agressif. Et notamment, en fait, j'ai trouvé que hier, il a eu un très bon passage en début de match. Il met, je crois, Ouais. il met les 5 premiers points, ou non, les 4 premiers points, quelque chose comme ça. Et puis, à un moment, je crois que c'est dans le troisième quart-temps où il met 3 paniers de suite. Et pour moi, la différence à chaque fois, c'est Bam Adebayo quand il reçoit la balle et qu'il joue tout de suite. Le attraper-jouer, pour moi, il faut qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Dès qu'il joue à l'arrêt, c'est trop dur. Parce que jouer du jeu posté en 2023, si t'es pas Nikola Jokic ou si t'as pas la palette offensive d'Hakeem Olajuwon ou de Tim Duncan, c'est trop dur en fait. Et je trouve que surtout quand il essaie de jouer vraiment arrêté, de regarder ce qui se passe, ça laisse à Boston le temps de poser sa défense. Et derrière, c'est quand même pas un joueur qui a une palette technique aussi Et non, variée et du coup, il que perd des ça. ballons. Il perd des ballons. Là, il en perd 6 sur ce match-là. Je parlais du premier. Bon, le premier peut être un peu anecdotique quasiment sur le coup d'envoi. Il se fait chipper le ballon par Smart, mais il perd 6 ballons. Et t'as raison, quand il est dans cette configuration-là, il perd beaucoup plus le ballon. C'est moins instinctif et il tergiverse un peu, donc ça joue. Et globalement, ouais, Adebayo, quand les matchs où il est agressif offensivement, il arrive à atteindre les 20 points ou à les dépasser ou à être moins inconstant, comme tu viens de le décrire. C'est ça, hein, il y a des phases, ah super, il est bien, il a l'air en rythme et tout, et puis après il disparaît. Alors il apporte toujours offensivement à la passe, c'est un super joueur, c'est pas un All-Star pour rien, hein. Mais oui, surtout les matchs où Butler est pas, est pas transcendant comme c'est le cas là. Et pour revenir sur Butler, alors il y a le genou, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il joue avec une blessure à la cheville depuis 15 jours, 3 semaines, et que parfois bah, le corps il te rappelle, il te rappelle qu'il est blessé et ça peut survenir comme ça. Donc je sais pas, lui après, devant les médias, il a refait du Jimmy Butler, du genre de toute façon c'est bon, je sais qu'on va gagner le game 6, il n'y a pas de problème. Donc en général, j'ai tendance à croire ce que dit Jimmy Butler quand il fait une sorte de prophétie. Mais c'est vrai que sur l'impression visuelle, il est un petit peu moins facile et dominant. Et quelque part, c'est logique pour plein de raisons, parce qu'il est un peu touché, parce que c'est quand même Boston en face, parce qu'il a fait des efforts surhumains depuis le début des playoffs. Il faut rappeler que le mec joue depuis le play-in, hein, et puis qu'il a été obligé de claquer des matchs à 50 points, d'être toujours, de porter une équipe qui est ultra diminuée. Et ça, c'est important aussi d'ailleurs de le signaler, parce que on parlait de Gabe Vincent, mais c'est-à-dire que sur le secteur arrière, ils ont perdu Tyler Hero, ils ont perdu Victor Oladipo, ils perdent Gabe Vincent. Enfin, au bout d'un moment, et puis Kyle Lowry, comme tu le disais, c'est super en sortie de banc. Là, au niveau, voilà, faut tenir le choc maintenant dans le 5 avec le cardio que ça implique dans ces matchs-là. Et puis ils ont plus d'alternative. Ouais, C'est c'est grave parce qu'il y a même un moment où Caleb Martin se fait une espèce d'hyper-extension du genou où tu dis, ouais. bon, bah là, c'est. Finalement, il finit le match, il met des paniers sur la fin, mais Mm. on sait ce que c'est aussi, ce genre de truc. Parfois, quand t'es chaud, ça tient, et puis tu sais pas ce que ça va donner le lendemain matin au réveil, etc. Et là, Miami, à un moment, ils vont faire jouer Spolstra et ou Denis Aslem, ils vont les mettre en 6ème et 7ème homme hein, si ça continue, quoi. On l'attend. Aslem, c'est le dernier qui n'a pas encore joué, mais ça risque de venir. On ne sait jamais, parce que là, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de meneur et même pas de vrai poste 2 de métier en fait sur le banc qui peut jouer. C'est ça qui est fou. Duncan Robinson est capable, hein, il le fait. Il fait 9 passes d'ailleurs, c'est assez étonnant. Tu le soulignais tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait plutôt un bon match compte tenu du contexte.
mais il n'a pas de vrai meneur de manière de ballon. Là, Ouais, dans la rotation, il est obligé de bidouiller un peu la rotation. Je te retrouve avec donc Martin qui joue beaucoup. ouais, Et c'est lui qui a monté la balle par moment aussi. ouais, c'est lui qui a remonté la balle, voilà. Et du coup, après, ça implique plus des mecs comme le copain d'Antoine, Haywood Highsmith, qui joue 36 Il a fait un minutes sur le super match match. d'hier. Il a fait un C'est match un excellent irréprochable. joueur. Et ça, c'est typiquement le hit. Hein. L'année dernière, on avait commencé à voir justement Gabe Vincent intégrer la rotation. Highsmith, ça peut être pareil pour l'année prochaine. Hein. Là, il fait 15 points, il fait 3 sur 4 à 3 points. Il est super bon. Ouais, Mais là, défensivement, il a montré le bout de son nez ouais, aussi. très Fait bon joueur vraiment très bon défensif. match, ouais. Mais on commence à voir un petit peu les limites de l'effectif qui sont plus que logiques. Hein. On encense le fait que ce soit des joueurs non draftés, etc. Mais là, entre les blessés et le manque de talent strictement individuel, c'est difficile quand Boston joue comme ça en face. Oui, sachant que, paradoxalement, c'était un match d'attaque en fait. Et je pense pas que Miami puisse rivaliser avec Boston si sur des matchs d'attaque. Les deux équipes ont été très à droite. Là, vraiment, la question pour Miami, c'est de retrouver l'efficacité défensive qu'a fait sa marque de fabrique sur les 3 premiers matchs. Et je reviens à ce que tu notais tout à l'heure, là, sur les 4 joueurs à plus de 20 points. Je pense vraiment que c'est comment dire, la raison du succès de Boston en fait. C'est que j'ai trouvé que pour la deuxième fois de suite, Jason Tatum faisait vraiment un excellent match. Et on en parlait un petit peu au début de la série, savoir la question se posait de savoir si Jason Tatum il préférait briller ou s'il préférait gagner. Alors c'est un cliché un peu, on le dit comme ça pour la punchline, mais c'est vrai qu'on se posait un petit peu cette question. Et je trouve que sur les 2 derniers matchs, il fait vraiment En fait, il joue comme Boston a besoin qu'il joue. C'est-à-dire que s'il faut marquer, il est agressif. Mais derrière, j'ai pas trouvé qu'il forçait en fait. J'ai trouvé vraiment qu'il faisait ce qu'il fallait pour aider Boston. Jaylen Brown, alors qu'on sait maintenant diminuer, il y a un problème quand même avec sa main ou son poignet, c'est pas clair, mais hier il a retrouvé de l'adresse. J'ai trouvé très bon. Il y a un ou deux moments où il commence à prendre des tirs un peu forcés, mais sinon j'ai trouvé aussi vraiment qu'il était resté dans le collectif. Donc la question pour le prochain match du côté de Miami, je pense, c'est retrouver des ressources défensives pour pouvoir perturber le flow dans lequel était Boston hier, parce que quand finalement le succès de la saison régulière de Boston, il était axé là-dessus en fait. C'est bien sûr des joueurs très forts comme Jaylen Brown, Jason Tatum et compagnie, mais derrière, mouvement de la balle, mouvement des joueurs, c'était ça un petit peu la marque de fabrique de leur adresse et de leur attaque. Et donc Miami pourra pas passer enfin, j'exagère, hein, Miami mène toujours 3-2, donc je suis un peu, je veux pas être pris par la culture de l'instant. Bien sûr, c'est toujours Miami, il suffit qu'ils fassent un très bon match ou qu'il y a un match où ils ont et Duncan Robinson et Max Strus et Kevin Love et l'un des remplaçants qui fait un gros match en attaque pour que ça renverse, que ça leur permette de remporter la série. Mais là, je pense que c'est vraiment la question pour Miami, c'est vraiment sur la défense que ça commence, retrouver comment perturber Boston et finalement rien de mieux pour Miami que de voir Boston devoir se reposer sur des individualités et jouer du 1 contre 1 pour essayer de prendre le match. La meilleure formule de Boston, ça a presque toujours été ça ces dernières années, je trouve. L'année dernière déjà, je reparle toujours de ce coup de gueule de Smart public en milieu de saison, avant leur superbe deuxième partie de saison jusqu'au final. Mais dès que les deux, dès que les JJ devant jouent soit que entre eux, soit individuellement chacun pour briller, c'est un peu ça, ou pour faire la différence par eux-mêmes, Boston est quand même moins dangereux. Et là, dès que les autres sont impliqués, dès que Smart est impliqué, dès que White, tous les gars sont là, Brogdon en sortie de banc, c'est la meilleure formule pour Boston. Ça doit être comme ça. Et la vraie évolution de Tatum l'année dernière, c'était dans le playmaking et dans l'implication des autres, dans sa lecture du jeu, sur les passes. Il avait progressé partout. Hein. Je trouve que sa saison dernière a été exceptionnelle et ses playoffs jusqu'au final étaient très bons. Et c'est cette version-là qu'on recommence à retrouver sur 2 matchs. On se dit plus, c'est le soliste fantastique qui va te mettre 50 points. Là, quand il est complet comme ça et qu'autour tout le monde est impliqué, Boston est super dur à prendre. Et là, du coup, ça devient plus aussi invraisemblable d'imaginer un retournement de situation qui s'est jamais produit depuis toujours. Ouais, donc début de réponse samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin, le match sera à Miami. On peut effectivement s'attendre à ce que Miami arrive avec le couteau entre les dents. En tout cas, voilà, on continue à prendre tellement de plaisir sur ces playoffs que c'est vraiment un kiff.
Je voudrais juste, avant qu'on referme la page du CQFR, te donner la parole 2 secondes, Shai. J'imagine que voilà, vous êtes forcément fan de basket, donc aussi vous gardez un œil attentif sur ce qui peut se passer avec nos équipes de France. Là, il y a donc un rassemblement pour l'Euro de l'équipe de France féminine. Il y a Ouais. toute une polémique autour de Marine Johannes qui finalement est pas dans la liste définitive. Shai, tu m'arrêtes bien sûr si je fais des erreurs. Est-ce que pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire entre guillemets ces derniers jours, tu pourrais nous faire voilà un petit récap de ce qui s'est passé et pourquoi finalement l'équipe de France va se priver d'une de ses meilleures joueuses pour la compétition à venir. Ouais, ça a pas de sens, c'est assez ubuesque, c'est une espèce de lutte d'orgueil mal placée. C'est très difficile de comprendre tout ce qui se passe, mais en gros, donc il y a l'Euro le 15 juin et là, dans le groupe pour la préparation pour cet Euro, Marie Johannes n'est pas présente pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec la fédération parce qu'elle doit se rendre à New York, parce qu'elle est sous contrat avec le New York Liberty en WNBA. La saison a commencé, mais donc, comme beaucoup d'autres joueuses, notamment en équipe de France, elle va. Le plan, c'était qu'elle participe à l'Euro et qu'elle se rende ensuite en WNBA pour faire la saison. Sauf qu'elle a un statut particulier, elle a un contrat reserved qui l'oblige à se rendre là à New York pour faire les formalités administratives contractuelles, signer son contrat pour la saison, passer une visite médicale approfondie. Enfin, en gros, ça lui prenait 5 jours. Elle a demandé 5 jours pour se rendre là-bas, 5 à 6 jours, qu'elle aurait peut-être pris dans tous les cas parce qu'elle vient de disputer les finales et remporter les finales avec l'Asvel, comme d'autres joueuses du groupe France. Elle aurait peut-être eu besoin de repos aussi, mais là, elle voulait utiliser cette période pour aller signer son contrat et régler ce qui lui permettait ensuite d'aller jouer en WNBA. La fédération, assez dogmatique sur ce coup-là, qui a refusé et lui accorde pas le droit de se rendre là-bas et présente la chose de manière à ce qu'on pense que c'est Marine Johannes qui refuse d'aller en équipe de France, enfin, qui fait l'impasse sur l'Euro, alors qu'on parle d'une fille qui, depuis qu'elle a 15 ans, joue toutes les compétitions et est toujours disponible, a déjà fait le doublé saison européenne, même le triplé saison européenne, compétition avec l'équipe de France et WNBA. Et du coup, là, elle est pas dans la liste. Et la communication de la Fédé, c'est elle fait ce choix-là. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de cas particulier. Alors qu'il y en a eu par le passé pour les garçons, hein, soit dit en passant. Oui, on peut Et Nicolas ouais, Batum, Boris Diaw, Tony Parker, Rudy voilà. Gobert, on peut en citer plein, des joueurs qui étaient soit qui avaient terminé les playoffs très très tard et du coup à qui on avait Mm. accordé un petit peu de temps avant de rejoindre le groupe France, soit qui avaient dû régler des questions d'assurance ou contractuelles. Je veux dire, c'est clairement pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre sport, quoi. Exactement. Et pourtant, on a l'impression que, je ne sais pas si ça cache d'autres conflits qu'il y avait entre elle et la Fédé, mais ça, on n'en a jamais eu vent. Et là, de voir donc le coach Jean-Aimé Toupane qui dit que il aimerait bien l'avoir, mais qu'en gros, c'est pas possible, c'est elle qui fait ce choix-là. Céline Dumer, qui est GM de l'équipe de France, qui relaye le même message, ça a l'air un peu. C'est ultra décevant parce que. Enfin, je pense qu'on est avec les dernières compétitions et la nouvelle génération qui monte un peu, on est tous emballés à l'idée des prochaines compètes, de l'Euro, des JO. Et là, en plus, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a une espèce d'ultimatum. En gros, si tu viens pas là, t'es pas dispo pour les JO non plus, quoi. C'est ça, c'est les JO à Paris, et c'est une des toutes meilleures joueuses de l'équipe, pour pas dire la meilleure joueuse sur le plan individuel. Et ça a aucun sens. Et donc là, elle est pas dans le groupe des 15 pour la préparation, et son équipe en WNBA l'attend prochainement, et on risque de devoir se passer d'elle pour un truc qui aurait pu se régler hyper facilement, quoi. C'est ultra décevant, ultra incompréhensible en fait. Ouais, en fait, c'est une situation où il y a que des perdants partout. Marine Johannes perdante parce qu'elle peut pas jouer l'Euro. L'équipe de France perdante parce qu'elle se prive d'une de ses meilleures joueuses. Mm. Nous, supporters de l'équipe de France ou fans de basket, perdants parce qu'on va pas pouvoir jouer l'une des meilleures joueuses de notre Mm. équipe avec la sélection. Bref, situation, t'as dit ubuesque. Je pense que le terme est pas trop fort. C'est toujours un peu compliqué en plus quand on monte sur ces grands chevaux au nom de règles établies et que tu Mais regardes. Il suffit de pour regarder 5 jours quoi. et puis de Vraiment, c'est pour regarder ça. que c'est pas comme si ça avait été la marque de fabrique de l'équipe de France systématiquement de dire bah non on va se priver de nos meilleurs éléments s'ils se plient pas Ah ouais. au calendrier qu'on a imposé, c'est comme ça, ça a jamais été comme ça que ça marchait. Donc C'est-à-dire que bon. là enfin, elle aurait pu faire les 5 jours là-bas et revenir, et il lui restait au moins une semaine de camp d'entraînement. Enfin, il y avait rien de. On parle pas d'une joueuse qui connaît pas du tout les systèmes, ses coéquipières. Enfin, je veux dire, et puis ce message passé de dire on peut pas jouer sur tous les tableaux, un peu. Enfin, là, ça fait vraiment mettre la responsabilité sur la joueuse et pas sur une incompréhension, enfin sur un désaccord. Enfin bon, de toute façon, bon, la fédération a jamais été très très arrangeante avec les joueuses de WNBA. Clairement, la Fédé n'est pas fan du fait de se rendre là-bas les années de compétition internationale, mais voilà, on est un peu les seuls
Et pour finir, il faut dire quand même que le problème vient aussi du calendrier, parce que les finales LFB sont terminées le 22, je crois, donc avec la Svel qui gagne, et le camp avait déjà, la préparation avait déjà commencé. Enfin, ils auraient pu, l'Espagne, d'autres joueurs, d'autres nations, des joueuses qui partent en WNBA ou et qui reviennent pour les compétitions, et elles avaient terminé leur saison avant. Enfin, tout était réglé. Voilà, c'est hyper décevant, et c'est déjà un Euro où Gabby Williams sera pas là, parce que qui est aussi peut-être la deuxième meilleure joueuse de l'équipe, sera pas là sur blessure, et ça s'annonce un peu moins excitant que prévu. Bon, mais on suivra en tout cas les conséquences et les évolutions de tout ça sur Basket Session. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les infos au quotidien. Nous, en tout cas pour le CQFR, on vous donne rendez-vous, toute l'équipe, on vous donne rendez-vous lundi pour un gros CQFR résumé qui résumera le week-end. Donc surtout le match de samedi à dimanche, match 6 important au possible entre Miami et Boston. D'ici là, on vous souhaite de passer un super week-end. Continuez d'aller sur BS, sur nos réseaux, suivre l'actualité, et puis on vous dit à lundi. Ciao à tous. Ciao.